Vous avez aussi pointé la responsabilité de certains médias qui un peu invisibilisent du coup leurs paroles. Oui, alors c'est un combat, hein, un terrain de combat du collectif depuis le début. Réussir à avoir des organisations, des partis, des syndicats qui soient avec eux, mais aussi les médias qui les suivent et qui respectent la vérité de cette lutte-là, de notre organisation. Et c'est souvent, on voit que les médias, quand ils parlent de migration, ils ne reprennent pas forcément toujours les mêmes éléments de langage que les médias fachos, enfin voilà, mais quand même, on voit aussi le biais, toujours le parcours migratoire, les témoignages, voilà, toujours la parole d'un individu. Et quand il y a des luttes organisées, des collectifs qui, avec une prise de conscience et qui essayent voilà, d'aller plus loin dans la lutte des premiers concernés, bah, souvent ça passe à la trappe. Et on va maintenant passer à l'entretien de cette contre-matinale avec le député LFI François Piquemal. Mais juste avant, un petit clip pour vous expliquer pourquoi le média a tant besoin de vous. La situation politique est inédite, urgente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Média. 2 directs par jour. Une situation de crise alimentaire sans précédent. Du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le Média est aujourd'hui la seule télévision engagée et indépendante des pouvoirs financiers et politiques. Le Média, c'est 25 travailleurs qui produisent de l'information au quotidien. Nous devons faire plus. Pour cela, nous devons nous développer. Développer la chaîne de télévision, développer nos programmes, notre présence sur le terrain, enquêter sur les puissants qui nous gouvernent. Le tout en libre accès. Développer cette chaîne unique dans le paysage audiovisuel français implique de faire grandir nos équipes, d'investir dans du matériel. Sans ça, pas d'émissions, pas de reportages, pas d'enquête et le champ libre pour les grands médias. Macron, Son Monde et l'extrême droitisation des débats. Menez cette bataille avec nous. Abonnez-vous aux médias à partir de 5 € par mois. L'abonnement, c'est notre moyen de financement le plus pérenne, le plus solide. Être abonné, c'est faire vivre une chaîne TV d'information indépendante et engagée, accessible à toutes et tous en francophonie. Être abonné, c'est faire vivre le pluralisme et le débat dans le très petit monde de la TV. Offrez-vous une alternative TV. Abonnez-vous. Le Média. Reprenez goût à l'info. François Piquemal, vous êtes député LFI de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est l'heure de l'entretien. François Piquemal, lors des questions au gouvernement, vous êtes interrogé sur le port du voile dans le sport. On va tout d'abord regarder cette séquence. Regardez-la. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'elles vous ont fait ? Qu'est-ce que vous ont fait Kamisa, Diaba, Sylvie et Soukamba? Pourquoi vouloir interdire aux femmes qui portent le voile de pratiquer le sport au mépris de toutes les conventions internationales? Une idée défendue par M. Retailleau lors du meeting de la honte qui s'est tenu le 26 mars dernier. À bas le voile, voici ces mots. Qu'est-ce d'autre qu'un appel à la haine? La proposition de loi d'extrême droite qu'il soutient est une atteinte grave à la liberté de conscience, au droit de disposer de son corps et à la laïcité. Le sport, Monsieur le Premier ministre, est un espace où chacune et chacun peut se dépasser, apprendre et s'épanouir. Comme la laïcité, il transcende les barrières religieuses, mais aussi sociales, culturelles et porte des valeurs universelles de respect, d'égalité et de diversité. Au lieu de vouloir en priver des milliers de femmes, vous devriez surtout revoir ces moyens à la hausse. Vous qui avez baissé son budget de 200 millions d'euros, mettant en grande difficulté les clubs sportifs qui se démènent pour faire vivre les valeurs d'inclusion et de tolérance. À la place, à quoi joue ce gouvernement ? Au concours du pays le plus islamophobe en faisant de la France le seul État qui interdirait le voile pour les femmes qui souhaitent faire du sport ? Monsieur le Premier ministre, condamnez-vous les propos de Monsieur Retailleau et allez-vous lui rappeler qu'il n'a pas à dicter la manière dont les femmes doivent s'habiller? Alors, c'est la ministre des Sports qui vous a répondu. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Bon, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il y avait un amendement du gouvernement qui prévoyait non pas l'interdiction sur toute la palette des activités sportives, mais pour les compétitions,
compris les compétitions départementales. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans un club, vous faites rapidement des compétitions départementales. Vous pouvez participer à un tournoi qui a une vocation. Donc en fait, on a le droit de porter vol lors des entraînements. C'est ça, ce serait ça un petit peu. Donc finalement, on est sur une position qui est celle des sénateurs, les Républicains, qui ont déposé cette proposition de loi soutenue par M. Retailleau et M. Darmanin. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Et on a un Premier ministre, puisque la question lui était adressée à lui, étant donné ses atermoiements sur le sujet, qui reste dans le flou et dans le vague sur la question. Mais moi, j'ai eu beaucoup de témoignages suite à cette question de personnes qui m'ont remercié parce qu'effectivement, il y a des femmes qui veulent faire du sport, qui veulent porter le voile. C'est leur choix. Chacun peut en penser ce qu'il veut, mais c'est leur choix, il faut le respecter. Et donc, on va priver des milliers de personnes d'avoir une pratique sportive. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais problèmes qui se passent dans le sport parce qu'aussi cette polémique, j'ai envie de dire, ou cette nouvelle diversion islamophobe, elle est aussi faite pour faire oublier, par exemple, qu'il y a eu près de 200 millions d'euros de coupes budgétaires dans le sport et que ça se retrouve sur les clubs sportifs amateurs, sur les bénévoles qui, eux, se démènent au quotidien pour faire vivre justement le vivre ensemble. Alors François Bayrou, on l'a dit il y a quelques jours, même s'il a finalement soutenu cette loi, en tout cas il a dit, je vais le citer, il ne faut pas stigmatiser nos 9 millions de compatriotes musulmans. C'est pas un peu trop tard? Disons que c'est bien qu'il ait conscience de ce pourquoi a été faite cette loi, c'est-à-dire c'est une loi clairement qui se rajoute à la palette islamophobe à laquelle on a le droit depuis maintenant plusieurs années. Mais M. Bayrou, il doit prendre ses responsabilités. Est-ce que le but c'est de stigmatiser toujours nos concitoyennes et concitoyens de religion réelle ou présupposée musulmane? A priori, le gouvernement est dans cette voie-là. Et M. Retailleau, je l'ai cité, quand il va au meeting de la honte qui s'est déroulé le 26 mars dernier et qu'il dit « abat le voile », imaginez-vous si on disait « abat la kippa »,« abat la croix chrétienne », etc. L'émoi que ça susciterait à juste titre et légitimement dans le pays. Et aujourd'hui, on a une islamophobie banalisée jusque dans les rangs du gouvernement. Alors je vais encore citer le gouvernement, en tout cas les partisans de cette loi qui vise selon eux à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport. Expliquez-nous, François Piquemal, pourquoi justement interdire le voile dans le sport ne respecte en rien la laïcité? Alors ça, je ne saurais pas vous l'expliquer puisque toutes les décisions qui ont été prises, y compris au niveau du Conseil d'État, on dit que c'était le contraire. Avec la laïcité, c'est la liberté de pouvoir croire ou ne pas croire, d'exprimer ou pas des convictions religieuses. Et tant que ça reste dans le regard de la loi, en fait, ça ne s'applique pas. Toutes les conventions internationales, le Comité olympique international, la FIFA, permettent à des sportives de pouvoir porter le voile dans des compétitions internationales, voire professionnelles. Et on serait le seul pays au monde où on l'interdirait. Ça a déjà été le cas aux Jeux Olympiques. On ne s'honore pas à avoir une politique islamophobe et à faire du racisme, en fait. Avec cette loi, la France a monté d'un cran dans l'islamophobie, selon vous? Je pense que malheureusement, ce gouvernement, à force de courir après l'extrême droite, est devenu d'extrême droite sur un certain nombre de sujets. Et là, c'est le cas et c'est vraiment déplorable pour notre image au niveau international, mais c'est surtout vraiment dommageable et je pense que ça fait énormément de blessures aux premières concernées, qu'on n'interroge d'ailleurs jamais sur le sujet. Qui seront bientôt là avec nous, les sportives musulmanes qui portent le voile. Elles seront sur le plateau du Média très bientôt. On va parler du logement, Monsieur Piquemal. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. La trêve hivernale a pris fin. Les procédures d'expulsion des locataires au loyer impayé peuvent désormais reprendre en toute légalité. Cette date marque aussi la fermeture des centres d'accueil hivernaux. C'est une triste nouvelle. Bien sûr, et on est dans un contexte qui est du jamais vu, puisqu'on a 24 000 expulsions locatives par la force publique qui se sont déroulées l'année dernière. Ça veut dire quoi concrètement pour les gens qui nous regardent? Quand je dis par la force publique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'expulsions qui sont prononcées, mais que les gens partent d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une intervention policière, on peut les comprendre, donc ils essayent de trouver des solutions par eux-mêmes. Par la force, ça veut dire qu'on a envoyé des équipages de police pour déloger les gens de chez eux. Et moi, j'ai été militant pendant 10 ans au droit au logement. J'ai assisté à ce que c'est une expulsion concrètement pour une mère, un père de famille devant ses enfants. La honte, la souffrance,
le fait d'être complètement hagard par rapport à ce qui vous arrive, parce que le logement, c'est aussi un lieu de refuge et de ressources. Et donc ce chiffre qui explose, c'est de la détresse humaine en plus, évidemment. C'est aussi des troubles de santé qui viennent avec, et c'est de la difficulté à pouvoir retrouver un logement, un hébergement. Et ce que je dis souvent, c'est que aux décideurs politiques, j'ai envie de dire, si votre humanité ne vous parle pas, pensez à votre tableau Excel, parce qu'une expulsion locative, ça veut dire que vous avez un équipage de police qui est dédié à ça. Et beaucoup de policiers, à mon avis, ont envie de faire autre chose que d'expulser des gens. Je pense que ce n'est pas la vocation première pour laquelle on rentre dans la police. Vous avez un huissier, un serrurier, des déménageurs, et tout ça fait un coût global qui n'a pas été évalué récemment, mais qu'on peut estimer entre 2 500 € et 5 000 €. Donc, on a calculé, nous, que 24 000 expulsions locatives, c'était 72 millions d'euros. Pour donner un exemple, 72 millions d'euros, c'est quoi? C'est un an de loyer pour 10 000 familles qui seraient dans la difficulté, par exemple. Donc, en plus, c'est absurde du point de vue économique et du point de vue du bon sens de ce qu'on devrait faire. 24 000, c'est le double de ce que des personnes qu'on expulsait il y a 10 ans. Et c'est une conséquence directe, d'après les associations, de la fameuse loi Kasbarian dont on avait parlé il y a un an et demi maintenant, qui est une loi en fait anti-locataire et qui se traduit telle qu'elle. Et en plus, selon un dernier rapport, un tiers des familles expulsées ne retrouvent pas de solution pérenne de relogement. Oui, bien sûr. Et vous avez des expulsions souvent sans relogement. Donc du coup, des personnes qui se retrouvent dehors ou chez un tiers, une famille, un ami, mais ce n'est pas des situations tenables parce que la personne n'a pas forcément les moyens ou l'espace pour les accueillir. Et donc du coup, qu'est-ce que font les personnes? Logiquement, elles vont se tourner vers une demande de logement social. Sauf qu'il y a 2,8 millions de ménages, ça aussi c'est un chiffre record, 5 millions de personnes qui attendent un logement social. Ou alors elles vont appeler le 115 qui lui est complètement saturé. Si tant est qu'elles arrivent à avoir le 115 en plus, puisque les agentes et les agents du 115 n'ont malheureusement pas les moyens de pouvoir traiter toutes les demandes. Alors je vais citer la ministre du Logement. La politique contre le sans-abrisme est une priorité de l'État, qui a fait l'objet depuis 2017 d'investissements humains et financiers importants. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que les résultats, en tout cas, ne sont pas là. Parce que moi, je me souviens très bien, M. Macron, il est venu à Toulouse avec le maire de la ville, M. Oudingue, présenter le plan logement d'abord. Ils étaient tout contents, ils sont paradés dans la ville. Bon, maintenant, 8 ans après, ce qu'on voit, c'est que ça a surtout été le logement plus tard. Donc, on n'a jamais eu autant de sans-abri, jamais eu autant de demandeurs de logement public, jamais eu autant d'expulsions locatives, jamais eu autant ou si peu plutôt, de construction de logements publics. C'est un désastre sur toute la ligne, la politique du logement de M. Macron. Et on en paye les conséquences, et en premier lieu, les personnes qui sont mal logées. Alors, toujours la ministre du Logement, Valérie Létard, elle a signé une feuille de route au début du mois de février, je crois, qui prévoit la construction de 100 000 logements sociaux pour l'année 2025. Mais on sait que les chiffres de production de logements sociaux sont très contrastés selon les régions. Oui, et puis pour vous donner 100 000 logements publics, alors comme ça, on se dit ça fait beaucoup, mais c'est moitié moins que ce qu'on construisait il y a 10 ans. Et aujourd'hui, avec la demande qu'il y a, je vous ai dit 2,8 millions de ménages qui attendent un logement public. En fait, on a calculé qu'avec le nombre de logements qui ont été construits l'année dernière, c'était un peu plus de 80 000, il faudrait 33 ans pour répondre à la demande actuelle. Donc ces 100 000, c'est une goutte d'eau C'est pas suffisant. Ce que demandent les associations et celles et ceux qui s'intéressent à la question, c'est à minima aujourd'hui pour avoir une reprise et faire en sorte de combler les lacunes du passé, 200 000 logements publics qu'il faudrait construire, sans compter les rénovations qu'il faudrait mettre en œuvre du point de vue thermique et phonique pour les locataires. Et la loi réquisition des logements vacants, comment la rendre effective ? Il faudrait la rénover pour que déjà elle soit plus effective et plus efficace pour celles et ceux qui... Parce qu'il n'y a pas de contraintes, en fait. On ne peut pas contraindre... Si, on peut. Un maire, par exemple, ça s'est déjà fait, peut prendre un arrêté de réquisition. Le risque qu'il a après, c'est que la préfecture, puisqu'il n'y a pas de volonté de l'État, aille au tribunal pour faire casser cet arrêté. Donc, il faudrait faire en sorte qu'elle soit plus efficiente et efficace, y compris pour les maires. Nous, on est pour que les maires puissent prendre en charge le fait de réquisitionner des bâtiments ou des locaux vacants. Et c'est une bonne question parce que proportionnellement et parallèlement au nombre de personnes qui sont sans abri, qui ont doublé
lors du quinquennat, de l'ère Macron. On est à 330 000 personnes, 350 000 maintenant, dont 30 000 enfants. Et bien, parallèlement à ça, il y a eu une augmentation du nombre de logements vacants. Les deux vont de pair. Et on est à 3,1 millions de logements vacants en France. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une personne qui est en train de mourir à la rue, il y a 10 logements qui sont vides dans notre pays. Donc c'est une véritable anomalie, on ne devrait jamais l'accepter, on devrait mettre en place la loi de réquisition. Et je rappelle qu'il y a des présidents qui l'ont mise en place de manière parcellaire ou épisodique. Charles de Gaulle l'a fait, notamment, et c'est l'ironie de l'histoire, pour les rapatriés d'Algérie, notamment. Et Jacques Chirac l'avait fait suite aux mobilisations, notamment du DAL dans les années 90, Lionel Jospin également. Et aujourd'hui, on attend toujours que M. Macron prenne ses responsabilités. Alors, vous parliez tout à l'heure des expulsions parfois violentes des forces de police. On regardait ces images, expulsions de la gaieté lyrique, 200 jeunes mineurs isolés qui occupaient le lieu, qui ont été expulsés. Ils se sont réfugiés sous des tentes. La police est revenue les voir, les a délogés de leur tente. On parle de mineurs isolés. Oui, bien sûr, et c'est une situation qui vaut à Paris, en Ile-de-France, mais aussi à Toulouse, où on a des collectifs depuis des années qui s'organisent. Et je tiens à saluer, moi, toutes les associations qui sont aux côtés de ces jeunes pour faire en sorte de faire respecter leurs droits. Je pense à Utopia, 56 et à toutes les autres. Donc, ils sont des victimes d'une sorte de double peine, à la fois de ne pas avoir de droits reconnus en matière d'hébergement et de logement, et à la fois du fait d'être des personnes racisées, d'être victimes, on peut le dire, d'une sorte de racisme des institutions, quoi. Et on ne reconnaît même pas leur minorité. Et en plus, on ne leur reconnaît même pas leur minorité, ce qui est totalement accablant et désespérant de la part du gouvernement, et en termes d'humanité et d'humanisme de ce que notre pays donne. Alors aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que c'est une journée de grève de tous les agents de la fonction publique. Je vais citer les syndicats face aux politiques d'austérité menées par le gouvernement qui affaiblissent les services, précarisent les agents. Il est urgent d'entrer en résistance. Pourquoi aujourd'hui on est dans une situation urgente ? Je pense que tout le monde est en train de vivre concrètement ce que c'est la casse des services publics, y compris des services publics locaux. Parfois, on a l'impression que cela est un peu lointain, on n'a pas d'effet direct. Je prends un exemple. Moi, ce que j'observe dans ma ville de Toulouse, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'écoles mobilisées via les parents d'élèves, les personnels. Pourquoi ? Parce que ça craque partout. On manque d'AESH, on manque d'ATSEM. Il y a 148 classes qui ont été annoncées à la fermeture à Toulouse. Donc ça veut dire des effectifs qui grandissent dans les classes, des moyens d'éducation pour nos pitchouns qui sont de plus en plus délétères. Et on voit à quel point on a besoin de services publics et à quel point on a besoin de fonctionnaires pour les faire tourner, évidemment. Ce sont nos essentiels. Donc il faut se battre pour ça parce que c'est aussi un des biens communs de notre République. Et d'ailleurs, vous parliez d'écoles primaires, manque d'AESH, aussi d'institutrices, mais dans les collèges et lycées aussi, c'était une étude du mois de septembre, il manque des professeurs dans 56% des collèges et lycées. Dans toute la France, c'est plus de la moitié. On est dans une situation dramatique quand même, là, au niveau de l'enseignement. Bien sûr, et moi j'ai été enseignant, c'est mon métier. Je suis enseignant en français, histoire, géographie en lycée professionnel, pour tout dire. Donc je l'ai été pendant une dizaine d'années. Et je vois bien à quel point avoir des effectifs qui sont moins nombreux change les conditions d'enseignement. Ce n'est pas la même chose de faire cours à 30 élèves qu'à faire cours à 15 élèves. Déjà, pour les élèves, ils ont une faculté à apprendre et de concentration qui est beaucoup plus aisée en petit effectif. Donc c'est ça qu'il faudrait attendre et espérer. Et c'est totalement contradictoire avec, vous savez, les discours déclinistes qu'on peut entendre de certains politiciens de droite. Nos jeunes sont beaucoup moins intelligents ou formés qu'avant. Regardez tel classement international. Oui, mais vous mettez toutes les conditions en place pour que l'éducation se fasse au rabais. Après, on est dans un projet plus global qui a été mené par M. Blanquer, puis celles et ceux qui lui ont succédé, de casse en fait de l'école publique pour apporter des effectifs à l'école privée et renflouer, voire faire un enseignement lucratif à la fin. Et il faut se battre contre cette logique-là parce que l'enseignement public et gratuit, ça doit être un de nos piliers de lutte et de reconquête républicaine, si je peux prendre les termes de l'extrême droite là-dessus. Ça ne leur appartient pas. Voilà, exactement.
Alors, et on le rappelle, journée de grève aujourd'hui de la fonction publique. On va parler d'une autre actualité de l'extrême droite. Tiens. Marine Le Pen condamnée à l'inéligibilité. Comment appréciez-vous les propos de certains qui ne sont pas RN, selon lesquels ce n'est pas au juge de décider finalement? Alors, non, mais je vois où vous voulez en venir. Nous, ce qu'on dit, c'est que bon, on va commencer par le commencement. Marine Le Pen et le RN ont mis en place un système de détournement d'argent public. Elle a détourné avec ses amis 4 millions d'euros. C'est ce qui est circonstancié et ce qui a motivé la décision des 3 juges. Donc ça, c'est vraiment un fait, j'ai envie de dire, politique aussi, du fait que les électrices et les électeurs de Marine Le Pen, aujourd'hui, se sont fait complètement rouler par des gens qui ont prétendu avoir, vous savez, le fameux slogan qu'on a entendu souvent, tête haute, main propre, c'est tête basse, main sale. Et pour le coup, on le voit. C'était la une de Libé il y a quelques jours. Et on voit à quel point c'est vrai, avec des choses incompréhensibles. La sœur qui a un salaire, on ne sait pas pourquoi, le majordome, l'ancien compagnon, 5 000 euros, un mi-temps. Bon, voilà, je pense que là, tout le monde se rend compte un petit peu de l'arnaque qu'est le Rassemblement national sur la question aussi éthique et morale. Après, il y a une autre question qui est le fait que nous, on est pour avoir une application du droit et des principes éthiques et pénaux du droit qui soient constants. Et on est pour que les gens puissent faire appel d'une décision de justice de manière générale, et y compris sur la question du fait de savoir si on est éligible ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on pose comme principe, parce qu'on veut qu'il s'applique à toutes et tous les justiciables. Ce qui n'empêche pas de dire qu'effectivement, nous, on respecte évidemment la décision de justice, elle est fondée, et qu'on apporte un soutien aux magistrats qui aujourd'hui sont menacés par des nervis d'extrême droite, et que c'est inadmissible, et que le rassemblement qui va se produire dimanche est aussi un rassemblement de remise en cause du pouvoir judiciaire dans ce pays. Ce qui n'empêche pas que nous, on puisse avoir effectivement un point de vue critique par rapport à la justice de manière globale, mais comme on a un point de vue critique sur un certain nombre d'institutions, parce qu'il y a des condamnations, notamment de nos amis qui sont militants écologistes, je prends cet exemple-là, qui nous semble totalement disproportionné. Donc effectivement, on essaye d'avoir une vision constante en la matière. Une vision cohérente. Vous en parliez de cette grande manifestation de soutien dimanche, soutien Marine Le Pen. Est-ce que vous redoutez que ça se passe mal ? Je ne sais pas si je redoute que ça se passe mal, mais en tout cas, ce que je vois, c'est à quel point il est quand même cocasse de voir Marine Le Pen, Julien Audoul et d'autres nous faire le coup de la victimisation. S'il y en a bien qui ne sont pas des victimes, c'est eux. Et j'ai envie de dire qu'ils se sont fait prendre à leur propre piège. C'est eux qui réclament à corps et à cri à chaque fois des peines planchées, des peines de plus en plus dures, zéro laxisme. Voilà, ils sont servis, ils ont ce qu'ils ont demandé. Donc maintenant qu'ils viennent faire les victimes sur tous les plateaux de télé, en ayant en plus détourné 4 millions d'argent public, plus de 4 millions d'argent public à l'Europe et donc indirectement aux habitants de ce pays, je trouve ça particulièrement gonflé. Alors on va parler de la situation internationale à Gaza, une situation dramatique, catastrophique, plus d'aide humanitaire puisque Israël l'a bloqué, et Israël l'a fermé hier, l'a fermé au monde entier. Il va continuer son extension militaire à Gaza, continuer à prendre du territoire. Il avertit le monde entier. Où est la réponse de la communauté internationale ? C'est une bonne question. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que M. Netanyahou, mais on le savait déjà, n'en a rien à faire du droit international. On parle de maintenant 50 000 morts, dont 15 000 enfants. Vous avez rappelé les faits qui sont passés ces précédents jours. Et on a l'impression, surtout au-delà de la communauté internationale, que la voix de la France ne pèse plus rien dans cette situation. C'est à la fois une conséquence de l'abaissement diplomatique de la France, voulu par M. Macron, qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on pèse auprès des différents pays à l'échelle internationale, et puis du déni de ce qui se passe à Gaza, et du fait qu'au contraire, on a des ministres qui vont au meeting de la honte, j'en parlais le 26 mars dernier, où on a un intervenant qui explique qu'en gros, les Palestiniens ont bien cherché ce qui leur arrivait, parce qu'ils souhaitaient être les victimes d'un génocide, comme l'ont été les Juifs au moment de la Shoah. Et on a un ministre qui applaudit ça.
Je veux dire, on est dans quelque chose qui, moi, me semble irréaliste, qui me peine énormément, en premier lieu pour les habitants de Gaza qui ne peuvent pas compter sur le soutien de notre pays sur le concert international, et qui me peine aussi pour mon pays, parce que je pense que c'est un abaissement qu'on va payer pendant un certain nombre de temps. Et selon vous, pour quelles raisons laisse-t-on faire ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. À mon avis, il y a une forme aussi de deux poids, deux mesures dans l'indignation. C'est-à-dire, on est indigné à juste titre par ce qui se passe pour le peuple ukrainien, mais on ne l'est pas pour ce qui se passe pour le peuple gazaoui. Est-ce que c'est des relents d'une sorte de vision post-coloniale? Possible. Est-ce que c'est des relents racistes? Certainement. Voilà, c'est ce dont j'ai l'impression. Et on est en train de passer à côté vraiment d'un drame. Je pense qu'il n'y a même plus de mots, en fait. Vous voyez, je cherche les mots, il n'y en a même plus. D'un drame, de crimes de guerre, d'un nettoyage ethnique, d'un risque génocidaire, d'un génocide. Les historiennes et les historiens nous le diront, mais en tout cas, ce qui se passe est vraiment terrible. Ce sont des massacres à répétition devant les yeux du monde entier. Et pendant ce temps-là, on a un président qui regarde ses pieds. Alors, votre actualité politique, c'est cette officialisation de votre candidature aux élections municipales 2026 à Toulouse, votre ville de cœur. Oui, je ne savais pas que vous alliez m'interroger là-dessus, mais effectivement, moi, je suis candidat à l'Union de la gauche à Toulouse. J'ai proposé ma candidature dans l'esprit du nouveau Front populaire que j'ai eu l'honneur de porter et que l'on continue à porter encore à l'Assemblée nationale. Et Toulouse, c'est ma ville depuis très longtemps. C'est là que j'ai évolué en tant que jeune homme, c'est là que je suis devenu adulte, c'est là que j'ai mes amis, c'est là que j'ai mes proches. Et c'est une ville qui est riche de plein de choses, mais peu de gens le savent, notamment. Elle est souvent cantonnée à certains clichés autour d'elle, alors qu'elle est bien plus que ça. Et le but, c'est aussi de faire en sorte que cette ville, qui vote largement à gauche quand il y a de la participation, eh bien, remette son cœur là où elle a ses idées, c'est-à-dire à gauche, et pas avec un maire de droite. On parlait de Gaza. Monsieur Moudingue, par exemple, c'est quelqu'un qui a censuré une exposition de Médecins sans frontières qui parlait justement de ce qui se passait à Gaza. C'est quelqu'un qui prend régulièrement des positions racistes et islamophobes vis-à-vis de tout un tas de nos concitoyennes et concitoyens, qui va se vautrer dans la fange de valeurs actuelles. Et c'est bien loin de l'image d'ouverture et de convivialité et d'hospitalité que je me fais de ma ville de Toulouse. Il y a un bon tissu associatif à Toulouse. Vous parlez de l'exposition de Gaza qui a été interdite par votre maire. C'est vrai qu'il y a un médecin humanitaire tunisien, toulousain, qui s'est rendu à Gaza afin de prodiguer des soins aux victimes de la guerre. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui. Je pense que vous parlez de Khaled Ben Boutrif. Oui, Khaled Ben Boutrif, je le connais bien. On a beaucoup échangé. La première fois, pour l'anecdote, que je l'ai rencontré, c'était à l'aéroport du Caire, où l'on revenait tous les deux, alors lui de Gaza, moi de Rafah, puisque j'étais dans la délégation parlementaire qui était allée à Rafah en février 2024. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés, et il m'a dit, mais moi je suis toulousain et je viens de Bagatelle. Bagatelle, pour les Toulousains et les Toulousains qui nous regardent, c'est un des quartiers du Grand Mirail. Donc c'est juste à côté de ma circonscription, et de là on a lié des liens. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs réunions publiques ensemble. En tout cas, je salue son courage, ainsi que celles et ceux qui vont faire de l'humanitaire à Gaza. François Piquemal, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire si vous nous regardez sur YouTube, ou par mail si vous nous suivez à la télé. Et continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre et indépendante et qui vit grâce à vous. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois, ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Ça se passe dès maintenant sur Soutenez le Média TV. .fr. On se retrouve bien évidemment tout à l'heure à 13h pour le JDL. Excellente journée sur le Média.